ninguém nunca imagina que vai ter um filho com uma deficiência intelectual. Mas quando a gente encontra o CAIS, a gente se sente mais segura, mais incluso na sociedade, tanto a gente, o assistido, como a família também. O CAIS é uma instituição sem fins lucrativos que atende a pessoas com deficiência intelectual ou com quadro de autismo. É uma instituição que já tem 46 anos e a sua sede está em Contagem, Minas Gerais. Hoje atendemos a mais de 770 pessoas com deficiência por ano e trabalhamos também com a inclusão dessas pessoas. Assim, são mais de 40 empresas, mais de 40 escolas que hoje estão sendo atendidas e acompanhadas pelo CAIS. Bonjour, tout d'abord je voudrais remercier les organisateurs du colloque qui me permettent aujourd'hui d'être présent avec vous malgré la distance et malgré la situation sanitaire et qui me permettent aussi de pouvoir présenter mes travaux à l'occasion de cette rencontre. Je vais vous parler aujourd'hui particulièrement de ce qui m'intéresse actuellement et sont les stratégies que les enfants autistes peuvent mettre en place pour produire des énoncés, alors que l'on sait que cela peut être douloureux, voire impossible pour la plupart d'entre eux. Alors, ce travail s'appuie sur deux ouvrages. Un premier qui est déjà paru au Brésil, aux éditions Haller, qui s'appelle Avós no Divã, et qui est la traduction portugaise de mon ouvrage La voix sur le divan. Et puis un second ouvrage que j'ai coécrit avec Isabelle Horado et qui est paru en France, qui s'appelle Autisme et médiation, bricoler une solution pour chacun, et qui est en cours de traduction actuellement en portugais et qui sera disponible au mois de novembre prochain. Voilà. Alors, la thèse que j'aimerais vous présenter aujourd'hui est la suivante. En fait, l'ensemble des manifestations vocales ou du rapport que l'autiste a avec l'environnement sonore, même si ces manifestations paraissent hétérogènes, trouvent toutes leurs racines dans un même élément. C'est cette thèse que j'aimerais vous montrer aujourd'hui et que j'aimerais développer pour vous. Alors, ces manifestations, quelles sont-elles? Eh bien, on pourrait dire que d'un côté, on rencontre par exemple le mutisme chez les enfants autistes, donc l'impossibilité de produire un énoncé oralisé. Et puis, le pendant du rapport à l'environnement sonore, ce serait le fait que l'enfant autiste peut se boucher les oreilles lorsque on s'adresse à lui. On a aussi un autre type de manifestation qui est l'intonation particulière que l'on peut rencontrer chez certains autistes lorsqu'ils prennent la parole, et qui est une voix un peu étrange, voire robotisée. C'est quelque chose que Asperger avait repéré dès 1944, nous y reviendrons. Et par rapport à l'environnement sonore, je reviendrai sur une expérience dont j'ai déjà parlé, mais qui est une expérience qui pour moi est extrêmement importante et qui a été très éclairante. C'est l'investissement par un enfant autiste et ensuite par des enfants autistes d'une voix qui, elle, était robotisée, la voix d'un robot, et la possibilité de pouvoir dialoguer avec. Ensuite, ça serait les voix chantonnantes, c'est-à-dire cette caractéristique de l'accentuation de la prosodie
que l'on peut trouver chez les enfants autistes lorsqu'ils parlent ou lorsqu'ils interagissent avec nous sous forme de l'écholalie, et l'intérêt aussi que l'on rencontre, là dans le champ du sonore, chez les enfants autistes pour la musique. Voilà. Tous ces éléments qui semblent comme ça extrêmement divers et hétérogènes, je fais l'hypothèse, et en tout cas c'est la thèse que nous soutenons également avec Isabelle Orado dans notre ouvrage, que c'est quelque chose dont on peut repérer une cohérence. Alors, toutes ces stratégies viseraient en fait à produire des énoncés sans pour autant céder complètement la voix. Alors, pour comprendre cette thèse, il faut que je vous parle rapidement d'une différenciation que nous faisons de façon plus longue et plus détaillée dans l'ouvrage avec Isabelle Orado. C'est cette différenciation que nous faisons entre l'oralisation et la sonorisation. Alors, l'oralisation, c'est la situation d'énonciation la plus normale, la plus habituelle, la plus banale, celle que je suis en train de produire, c'est-à-dire le fait que je donne de la voix, donc pour produire un énoncé. Et se donner de la voix implique en fait que je sacrifie la voix sur l'autel de la parole. Parler implique effectivement d'accepter de perdre la voix. Ça serait la situation qui renverrait à ce que nous appelons l'oralisation. D'un autre côté, nous rencontrerions en fait les stratégies mises en place par les enfants autistes pour produire des énoncés sans pour autant céder la voix, et c'est ce que nous appelons la sonorisation. Donc, c'est les situations où, bien qu'un énoncé soit produit, le sujet s'y engage à minima, et vous verrez, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important pour comprendre comment l'enfant autiste peut accéder à ces productions d'énoncés. Car, vous le savez, l'enfant autiste peut être hors langage, il n'est pas hors communication. Et ça, tous ceux qui parmi vous avaient l'expérience de travailler avec des enfants autistes, vous pouvez le constater tous les jours. Qui d'entre nous n'a pas été pris par la main par un enfant autiste pour nous amener jusqu'à un objet qui est visé? Je dis bien un objet visé et non pas un objet désiré, parce que je ne suis pas persuadé que ce soit réellement un objet désiré. Donc, il nous conduit jusqu'à un objet visé, et pour nous montrer qu'il veut s'en emparer. Pour autant, il ne passe pas par le circuit de la demande, il ne demande pas cet objet, mais pour autant, il communique avec nous pour aller obtenir cet objet. Alors, pour comprendre cette différence entre oralisation et sonorisation que je viens de vous proposer, il faut en fait revenir maintenant à qu'est-ce que c'est qu'une voix pour la psychanalyse. En effet, la voix peut être abordée dans sa dimension la plus courante, qui est l'acte de parole, c'est la façon dont le phoniatre va s'en emparer. Mais pour la psychanalyse, la voix, c'est autre chose. Freud a très tôt repéré deux objets en jeu dans la dynamique pulsionnelle, qui étaient l'objet oral et l'objet anal. Il pressent l'objet scopique, donc l'objet lié à la pulsion du regard, dans un texte de 1915, Pulsion et destin des pulsions, mais il ne va pas réellement théoriser cette question du regard comme objet de la pulsion. Il faut attendre en fait Lacan qui va lui ajouter ces deux objets spécifiques que sont le regard et la voix dans la dynamique
pulsionnels. Ce sont des objets, nous dira Lacan, du désir, mais il est important aussi de repérer que ce sont les objets qui sont engagés et qui sont présents dans le délire. Objet du désir, mais également objet du délire. La voix est à entendre pour Lacan comme ce qui articule le sujet au désir de l'autre. Désir de l'autre qu'il convient d'entendre de façon très précise comme le désir que l'autre a de moi et le désir que je peux avoir de l'autre. Donc, déjà, la voix implique cet aller-retour, ce qui est caractéristique du circuit de la pulsion invocante. La pulsion invocante étant le nom que Lacan choisit de donner pour qualifier cette pulsion liée à la voix. La voix est à partir de là à entendre comme ce qui porte et indique la présence du sujet, c'est-à-dire l'engagement libidinal qui sous-tend un énoncé. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que la voix est cette partie du corps mobilisée, quel que soit le vecteur de l'énonciation, le larynx, l'œil ou la main, quelle que soit donc la partie du corps mobilisée pour produire un énoncé. Car, comme Lacan peut le rappeler dans le séminaire 2, eh bien, on peut parler effectivement de la voix des sourds-muets. Et cela n'est pas un paradoxe. C'est qu'effectivement, lorsque le sourd-muet utilise la main pour produire un énoncé, on peut dire qu'à ce moment-là, la partie du corps qui est engagée pour produire cet énoncé, ce sont les mains. Et donc là, on pourrait parler effectivement de dimension visuelle de la voix. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, mais que je ne développerai pas aujourd'hui. Alors, pour continuer à avancer sur cette question de la voix, je pense qu'il est très important de revenir à une proposition que nous fait Lacan dans l'étourdi et une définition qu'il nous donne lorsqu'il dit la chose suivante: qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend. Qu'on dise renvoie ici à la dimension de la voix. Il y a 3 dimensions dans cette proposition lacanienne: la voix, qu'on dise, le dit, qui renvoie à la dimension de la signification, et le dire qui renvoie à cet engagement, effectivement, de la forme, la façon dont la chose va être dite. On pourrait dire l'enveloppe prosodique dans lequel ce dit va se trouver transmis. Jacques-Alain Miller va nous proposer une définition de la voix dans cette dynamique-là, lorsqu'il va nous dire que la voix, c'est tout ce qui de la chaîne signifiante ne participe pas à l'effet signification. Donc, il n'y a pas d'enjeu de signification lié à la voix. La voix ne concerne pas le dit. Elle ne concerne pas non plus spécifiquement le dire, mais elle concerne la question du qu'on dise. Et Lacan, pourrait-on dire, avait pressenti cela dès le séminaire 6, lorsqu'il dit que communément le sujet produit la voix. Je dirais plus, la fonction de la voix fait toujours intervenir dans le discours le poids réel du sujet. Tout à fait intéressant cette formulation lacanienne du poids réel du sujet. Alors bien sûr, à l'occasion du séminaire 6, le réel n'est pas encore celui que Lacan va cerner et définir à la fin de son enseignement, mais déjà, on pourrait dire que le poids réel, c'est quelque chose qui est effectivement pointe, quelque chose qui échapperait
à la dimension imaginaire et à la dimension symbolique. Donc ce poids réel du sujet va se manifester à l'occasion de toute prise de parole. Cela implique en fait la question de l'adresse. Cette adresse n'est jamais exprimée de façon totalement neutre et sera mise en forme en se parant de la dimension imaginaro-symbolique du dit et du dire. Cette adresse, elle est extrêmement importante, mais elle comprend également une dynamique qui peut très vite devenir problématique, voire persécutive. C'est la dynamique de l'assignation. Lorsqu'un énoncé m'est adressé, il m'assigne obligatoirement. Et se pose immédiatement alors la question de l'intention qui la sous-tend. Il dit ça, mais pourquoi il le dit? Il dit ça, mais est-ce qu'il le pense vraiment? En fait, on pourrait dire que cette question de l'adresse et de l'assignation, elle se trouve illustrée de façon comique par l'histoire que Freud rapporte dans Le mot d'esprit dans ses rapports avec l'inconscient, qui est l'histoire de cette rencontre de deux juifs dans une gare de Galicie, et le premier interroge l'autre, il dit « mais où tu vas ?» Et l'autre lui dit « je vais à Cracovie ». Et le premier dit « mais pourquoi tu me dis à Cracovie pour que je pense que tu vas à Lemberg, alors que maintenant je sais que réellement tu vas à Cracovie ?» Donc, dès qu'on s'adresse à l'autre, dès qu'on lui pose une question et dès qu'on obtient une réponse, cet enjeu de l'assignation se met en place et teinte le rapport dialogique d'une dimension paranoïde. Bon, l'assignation ne fonctionne pas comme ça pour l'autiste, bien sûr, parce que lui ne va pas passer, comme je vous le rappelais tout à l'heure, par le canal de la demande. L'adresse qu'il reçoit, non pacifiée par la dimension imaginaire du sens, prend une valeur d'anéantissement. Ainsi, toute adresse, aussi bienveillante soit-elle, paraît être reçue par l'autiste comme une insupportable assignation. Cette dimension d'insupportable, je propose de la repérer dans le timbre, qui est un des paramètres du son. Alors cette question du timbre, c'est quelque chose qui m'occupe depuis plusieurs années maintenant, et qui me paraît être une façon d'aborder cette question du rapport de l'autiste à la voix. Alors, le son peut être défini par 4 paramètres. Les 3 premiers sont assez simples. C'est la hauteur, qui est mesurable en Hertz. Donc, on va pouvoir obtenir une valeur unique pour un son. Le volume, donc la force du son, qui lui est mesurable en décibels. Là, encore une fois, on va pouvoir obtenir une mesure exacte de ce paramètre. La durée du son, un son long ou un son court, qui lui est mesurable en secondes, par exemple. Et là encore, on va avoir une mesure exacte. Et puis un 4e paramètre, qui est le paramètre le plus étrange, le plus complexe, qui est le timbre. Le timbre, en fait, il ne peut pas être complètement cerné. Il n'a pas d'unité de mesure. On peut le voir, on peut en faire en fait un spectre, mais on ne peut pas mesurer le timbre comme on mesure la hauteur, la durée ou la puissance. Charles Koechlin, qui est un compositeur, dans son traité d'orchestration, dit « on ne saurait d'un seul mot le définir ». Eh bien, repérez là, bien sûr, quelque chose de tout à fait spécifique. C'est-à-dire que quelque chose qu'on ne saurait définir en un seul mot, c'est quelque chose qui échappe au pouvoir du symbolique. Eh bien, à partir de là, on voit que la dimension du réel pointe son nez. Donc, un timbre, on ne peut le connaître, mais on va le reconnaître immédiatement. Nous faisons tous l'expérience de pouvoir identifier le timbre d'une voix
uniquement à partir d'un simple allô. Au téléphone, par exemple, allô, et immédiatement, c'est le timbre de la personne qui est présentifié et nous reconnaissons ce timbre-là. Donc un timbre, on ne le connaît pas, on le reconnaît. Et on pourrait dire que le rapport que le névrosé, le psychotique et l'autiste vont avoir par rapport au timbre est caractéristique de chacune de ces organisations. Le névrosé, en fait, il va faire du timbre une trace fortement investie de l'objet perdu. Le psychotique, le timbre va accompagner la manifestation de la voix dans le réel sous la forme de l'hallucination. Et pour l'autiste, le timbre associe à la parole de l'autre quelque chose qui l'assigne insupportablement. À partir de là, la question qui nous intéresse est la suivante. Comment cet insupportable de l'adresse, l'enfant autiste peut-il s'en saisir dans ce qui se dit? Et qu'est-ce qui lui permet de prendre le risque de s'engager dans la production d'un énoncé? Eh bien, vous l'aurez compris, l'hypothèse que je soutiens pour vous aujourd'hui, c'est que ce sont des stratégies de gestion du timbre, le timbre étant donc, à partir de là, l'expression de ce poids réel du sujet dans une production d'énoncé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette rencontre, pour moi, de l'articulation du timbre et de l'autisme s'est faite à partir d'une expérience qui avait été menée par une jeune collègue, Vanessa Pilas. C'est une expérience dont j'ai déjà eu l'occasion de parler à Campinas il y a quelques années, sur l'invitation de mon ami et collègue Mario Pereira, et avec qui j'avais eu à ce moment-là le plaisir de discuter avec Angel sur ces questions, justement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, cette jeune clinicienne s'est aperçue qu'elle pouvait dialoguer avec un enfant autiste si elle faisait porter ses énoncés par un robot. C'est-à-dire qu'elle pouvait taper des questions sur un clavier et c'était le robot à ce moment-là qui énonçait ces questions. Et là où, lorsque c'est elle qui les énonçait, l'enfant autiste refusait de pouvoir les entendre, les accepter, lorsque c'était le robot qui les prononçait, eh bien, l'enfant autiste était capable non seulement de pouvoir les entendre, mais d'y répondre. Donc là, il y avait quand même quelque chose qui était extrêmement intéressant, novateur, et cette question de l'articulation de la voix, du timbre et de l'autisme, pour moi, a trouvé son origine là. On pourrait dire que dès 1944, Asperger avait repéré cela, puisqu'il disait les autistes ont une façon de s'exprimer tout à fait caractéristique. Il disait une voix un peu monotone, robotisée, et lui-même disait si on veut se faire obéir, c'est le terme qu'il utilise, si on veut se faire obéir des autistes, il faut s'adresser à eux d'une façon monotone, avec une voix désaffectivée. Je dirais, moi, plutôt une voix détimbrée, où le poids réel du sujet, justement, tend à être le plus allégé possible. Alors, ça, c'était l'origine, je dirais, de mon intérêt pour cette question-là. Maintenant, si on reprend les différentes stratégies que j'ai pu énoncer au début, on pourrait dire que, par exemple, le mutisme, c'est la stratégie la plus radicale pour ne pas effectivement donner de la voix et donc raisonner à cette question du timbre et ne pas être, comment dirais-je, écrasé sous le poids réel du sujet dont Lacan nous parle. Donc, Berger-Selim, qui est un poète allemand,
a arrêté de parler à l'âge de 2 ans, et il a été diagnostiqué comme autiste, et il ne va retrouver un canal de communication qu'à l'âge de 17 ans en utilisant un clavier d'ordinateur. Et encore une fois, pas de façon directe, mais en utilisant la main de sa mère. C'est-à-dire que sa mère pointe son doigt, lui prend la main de sa mère et va appuyer sur les touches du clavier pour composer des messages. Donc là, on pourrait dire qu'il y a refus radical de céder la voix, mais production de messages. Qui, encore une fois, nous montre bien que si l'autiste se refuse à céder la voix, il n'est pas pour autant hors communication. Alors, il y a une autre technique qui vise à donner de la voix au minimum, qui est effectivement cette voix le plus monotone possible, où le poids réel du sujet dont parle Lacan s'exprime à minima. Et par exemple, c'est quelque chose qui a été repéré par un philosophe autiste français qui s'appelle Joseph Chovanec, qui dit qu'il parle de façon étrange et que ses interlocuteurs essayent toujours de repérer le pays d'où il vient. Parce que cette façon, cette énonciation caractéristique qui est la sienne, eh bien, en fait, les interlocuteurs l'interprètent comme étant un accent. Or, ce n'est pas un accent, c'est une façon de sonoriser la voix qui est caractéristique. On pourrait dire que Chovanec parle, il sonorise l'objet voix, mais avec une étrangeté qui fait qu'on n'est pas complètement du côté de l'oralisation. Temple Grandin, cette américaine connue, autiste, qui est professeure de zootechnie, dit elle-même, ma voix était étrange et cela, déjà, me mettait à l'écart, m'exclut. Donc ça, on pourrait dire que c'est la première façon que l'autiste peut avoir à sonoriser, c'est-à-dire aller du côté d'un énoncé où l'engagement subjectif serait le moins marqué possible. Alors, on voit bien que si on reprend l'histoire du robot, cette question du timbre est centrale. En effet, un robot, il a un timbre. Mais contrairement à la voix humaine, il a un timbre qui est sans surprise. C'est-à-dire que les transitoires d'attaque, c'est-à-dire la façon que j'ai d'attaquer le son, et qui est à la fois caractéristique, mais qui va être modulée d'une intervention à l'autre, eh bien, le robot aura toujours la même façon de prononcer les mots. Donc, cela est sans surprise, et c'est sans doute ce qui permet à l'enfant autiste de pouvoir s'y attacher. On pourrait dire que deux robots construits par un même constructeur pourront avoir exactement le même timbre, ce qui est absolument impossible à deux humains. Deux jumeaux n'auront pas le même timbre. Voilà. Donc ça, c'est, on pourrait dire, quelque chose qui vise à étouffer le timbre, à le neutraliser, pourrait-on dire, pour ne pas être assigné par cette dimension subjective que représente le timbre dans un acte d'énonciation. Contrairement à cette dimension où on s'engage à minima, on peut rencontrer aussi, je dirais, des autistes qui, eux, sont des autistes extrêmement bavards, qui nous ensevelissent sous une pluie de questions. Et Berger Céline, dont je vous parlais tout à l'heure,
disait lui-même que avant qu'il n'ait accès à ce moyen de communication par l'intermédiaire du clavier de l'ordinateur, il était lui-même extrêmement bavard dans sa tête. Alors, ce bavardage, chez les patients que nous recevons, il s'obtient la plupart du temps à partir de la réduction du langage à un code. Ça, c'est quelque chose de tout à fait caractéristique, c'est-à-dire que l'autiste, dans ce cas-là, tente de réduire le langage à un code informatif. Il s'agit d'obtenir le langage le plus objectif possible, dans lequel les mots auraient un sens et un seul. Contrairement au fonctionnement normal du langage, puisque, comme vous le savez, dans un dictionnaire, si on cherche un mot, ça va renvoyer un autre mot, puis un autre mot, puis un autre mot, puis un autre mot, et cela à l'infini. Eh bien, dans le cas de l'autiste, on pourrait dire que ce rapport au langage, il est possible si un mot a un sens et un seul. Il s'agit en fait dans ce cas-là de transformer le mot en signe et le langage en code. Et c'est à partir de cet intérêt pour le code, on sait très bien que les autistes sont souvent très intéressés par cette question du codage, du code, eh bien c'est par cet intérêt pour le code que l'autiste peut rencontrer par moments la musique. Oliver Sacks, le grand neurologue américain, dans un ouvrage qui s'appelle Un anthropologue sur Mars, nous en donne un exemple tout à fait intéressant. Il nous parle d'un jeune autiste qui s'appelle Stephen, et dont il est ébloui par les capacités musicales. Stephen, par exemple, est capable de reconnaître et de reconstruire spontanément les accords, sans jamais les avoir appris, simplement parce qu'il a compris l'enchaînement du cycle des quintes. Et bien là, on pourrait dire que c'est bien cette dimension structurale et prévisible de la construction des accords, à partir du cycle des quintes, qui permet à Stephen d'investir la musique. Mais la musique, ce n'est pas qu'un code, et cela me permet aussi d'engager une autre partie de mon intervention, c'est pourquoi les autistes sont-ils la plupart du temps si sensibles à la musique? Cet intérêt pour la musique que l'on rencontre chez les autistes, il peut s'entendre en fait à partir du fait que, comme le dit Stravinsky, la musique ne dit rien, mais elle le dit bien. On pourrait dire que la musique, c'est un dire sans dit. C'est ce que Lévi Strauss dira dans La musique, c'est le langage, moins le sens. Donc cette question de l'assignation dans la musique ne se pose pas. Et on pourrait dire qu'avec la musique, l'autiste fait cette expérience extrêmement intéressante de se faire adresser sans être assigné. Et c'est pour ça sans doute que cette question de la musique est si importante pour l'autiste. La dernière stratégie sur laquelle j'aimerais terminer, c'est la stratégie d'accentuation de la mélodie. On a vu au tout début qu'il pouvait y avoir comme ça quelque chose qui visait à faire disparaître toute accentuation, la voix monotone. Donc là, on était plutôt du côté du dit et on essayait d'effacer la question du dire. Et puis, on peut au contraire accentuer cette question du dire avec la mélodie pour venir étouffer la question du timbre. C'est ce qu'on rencontre par exemple dans l'écholalie. Une stratégie extrêmement courante dans la prise de parole chez l'enfant autiste. Bonjour Isor. Bonjour Isor. Donc, qu'est-ce que c'est que l'écholalie?
c'est la reprise de l'énoncé que l'enfant reçoit en accentuant la dimension prosodique, mais aussi en la situant un petit peu dans l'aigu. Cette écholalie nous montre quoi? Eh bien, en fait, elle nous montre que l'enfant reçoit le message, donc ça ne veut pas dire qu'il ne reçoit pas les mots que nous lui donnons, mais son corps, comme un mur, vient renvoyer l'énoncé, comme dans un phénomène d'écho. Ron Suskind a écrit un ouvrage extrêmement passionnant qui s'appelle Une vie animée, où il raconte en fait la prise en charge de son enfant autiste à partir de ce qu'il a appelé, lui, l'affinity therapy, la thérapie par affinité, à partir de l'intérêt qu'il avait repéré de son fils Owen pour les dessins animés de Walt Disney. Alors, il ne s'agit pas de Walt Disney thérapie, ça n'a aucun sens, mais de l'utilisation de l'affinité de son fils pour les dessins animés et afin de pouvoir effectivement lui permettre de réinvestir le rapport aux autres et au monde. Il y a une scène qui est tout à fait fascinante, c'est le moment, le petit Owen en fait va perdre la possibilité de parler vers l'âge de 3 ans, et à l'âge de 6 ans et demi, bon, il y a eu déjà un certain nombre de choses qui se sont passées, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Je voudrais juste parler de cette scène qui me paraît intéressante. C'est donc Ron, le papa, qui prend la peluche de Iago. Iago, donc, c'est dans Aladdin, hein, ce perroquet fourbe. Et avec la voix très caractéristique de Iago, avec son accent anglais, dit-il, et l'accentuation que l'on retrouve dans le dessin animé, il s'adresse à son fils à travers la marionnette qu'il fait sortir de derrière le lit. Et Ron, le papa, donc, est très surpris de voir à ce moment-là le petit Owen, son fils, qui n'a pas parlé depuis 3 ans et demi, s'adresser à la marionnette et lui répondre. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans la situation inverse de ce que je décrivais tout à l'heure par rapport au robot. C'est-à-dire une voix complètement sans timbre, ou avec un timbre répétitif, et là, au contraire, une voix avec des pics prosodiques extrêmement accentués. Dans les deux cas, on pourrait dire que la voix du clinicien, que ce soit le papa ou que ce soit la jeune collègue Vanessa Pilas, est délocalisée, une fois par le robot, une fois par le marionnette. Et c'est cette délocalisation, sans doute aussi, qui permet à l'enfant de pouvoir entrer en contact. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà dépassé les 30 minutes qui m'ont été allouées, je vous prie de m'en excuser. Donc, juste pour terminer, donc, ce que je voulais essayer de vous dire aujourd'hui, j'aurais voulu dire beaucoup de choses encore, mais c'était que pour pouvoir prendre la parole, on voit que l'autiste est obligé de se bricoler une voix. Et bricoler, à ce moment-là, il faut l'entendre au sens qu'il a en français au XVIe siècle. Bricoler, au XVIe siècle, c'est utiliser la bande. Quand on joue au billard, c'est-à-dire faire un coup avec plusieurs bandes. Or, vous savez que justement, avec les enfants autistes, on est toujours obligé d'utiliser la bande. C'est-à-dire que l'adresse directe ne fonctionne pas, et c'est toujours par ce passage par le biais que quelque chose va pouvoir se passer. Eh bien, on pourrait dire que pour pouvoir effectivement prendre la parole, de la même façon, l'enfant autiste va bricoler et donc va utiliser ces stratégies que j'ai essayé de vous lister pour pouvoir prendre la parole. Je vous remercie. J'aurais aimé pouvoir répondre à vos questions. Malheureusement, je ne le ferai pas cette fois-ci. Mais si vous voulez me joindre, vous pouvez m'envoyer un mail et je rentrerai en contact avec grand plaisir avec vous. Au revoir. Nossa, boa noite. Já é nosso momento de encerramento.
um pouco triste por estar encerrando um dia tão rico e um pouco feliz também por a gente estar conseguindo terminar esse dia e trazendo a palestra do Vivesse. Eu só queria dizer, antes da gente escutá-lo, que esse evento, esse congresso iria, estava programado para acontecer em novembro do ano passado. Diante da pandemia, seria todo presencial, claro, seriam 3 dias, 2 dias, acho que isso. Bom, diante da pandemia, a gente teve que repensar tudo isso. O Vivesse já estava confirmado de estar com a gente em novembro do ano passado. Mas, quando nós tivemos que adiar, como a gente está vendo aqui, é resultado, o congresso ao final de um projeto, então a gente não podia adiar eternamente, a gente tinha um prazo para executar. E aí, passando para março, o Vivesse já tem um compromisso hoje que ele está no outro evento no México. Ele achou que seria muito difícil, mesmo à distância, conciliar tudo isso. Então, ele gravou para a gente a palestra que ele queria estar falando, é uma palestra, então, inédita, gravada para o nosso projeto, para o nosso congresso. Vocês vão ver que na palestra, 2 coisas que eu gostaria de dizer, para prepará-los, é linda a palestra. Então, na palestra, em determinado momento, ele diz assim, olha, eu vou falar aqui com vocês, que é resultado de 2 livros, 2 estudos que faço e tal, e ele diz dos 2 livros, e um deles ele diz assim, mas esse, que vocês vão ver ele dizendo, vocês terão oportunidade de ver no Brasil, vai ser lançado no Brasil só em novembro. Ele diz o nome em francês. Então, a novidade é que está sendo lançado, está sendo agora. Então, na hora que ele disser que é só em novembro, vocês já sabem que já tem este livro, já a editora conseguiu fazer para que saísse no nosso congresso, e no final, a gente vai, inclusive, fazer o sorteio de 2 exemplares, para quem tiver, lógico, escutando o Vivesse. Então, entra lá no chat, faz lá as perguntas que a gente coloca, que aí a editora vai enviar 2 exemplares. Então, isso que eu queria dizer. E antes também, Ângela está aqui com a gente, queria já agradecer Ângela e Mônica Souza, da Escola de Francês, que juntas nós fizemos a tradução dessa palestra. Então, já agradeço e peço para passar o vídeo do Vivesse. Alguma coisa dessa fala do Vivesse, dessa palestra do Vivesse, ela vai ser a nossa interlocutora. Ei, Ângela, você já está por aqui? Sim. Então, é claro que essa missão é de comentar uma fala tão maravilhosa, que nos traz tantas perspectivas, quanto a essa de localizar, pelas tabelas, para poder falar, situando mesmo essa bricolagem ou essa gambiarra feita pelo autista para poder falar, é muito surpreendente, porque nos permite uma perspectiva clínica, que abre muito nosso horizonte. Mas, então, ao localizar o timbre como uma dimensão real da voz, referida ao contínuo em que um sujeito se manifesta, o Vivesse equaciona a dificuldade do autista com a voz, de modo a permitir desdobramentos de novas formulações, além de distinguir um traço clínico essencial no autismo, mas presentes também em outras modalidades subjetivas. Enquanto, então, o Maleval, em 2009, considerou que uma teoria do autismo deveria dar conta das competências musicais de alguns autistas, posto que a relação do autista à própria voz ou com a do outro é muito difícil, Vivesse nos esclarece a diferença entre a dimensão subjetiva da enunciação, presente no timbre da voz, e a música, que situa uma subjetividade fora da fala. Asperger já observara a voz monocórdia do autista, recomendando uma pedagogia como uma paixão apagada, como Vivesse nos deixa lembrar,
Interessa salientar também que Jane Dark Ribeiro, uma colega pesquisadora do Rio de Janeiro, formulou esse apagamento como a impossibilidade do autista suportar a demanda necessariamente implicada na fala do semelhante. Né? Ela trata a demanda, essa questão que o Vives nos traz do endereçamento. Né? Efetivamente, Lacan nos dizia que toda fala é demanda e toda fala chama resposta. Por isso, diante da fala de um outro, o autista se recusa nela a se imiscuir ou a nela se aconchegar. Por isso, eu pergunto, em que medida podemos supor que o timbre seria a afirmação do peso real do sujeito ou denotaria sua posição em falta, em estado de demanda? Porque, nesse caso, tratar-se-ia não do peso do sujeito, mas da incompletude, né, da incompletude do outro, insuportável para o autista. Bom, o Vives nos lembra também que o objeto psicanalítico voz não é dimensão sonora, mas é presença do sujeito desejante da enunciação. Trata-se da voz como áfona, em sua dimensão real. Mas a sonoridade significante da voz, mesmo sendo efeito de uma articulação simbólica imaginária, também é muito cara à psicanálise. E talvez ela não possa ser abordada de um modo disjunto da função sonora da voz. Basta lembrar o que nos diz o Lacan em sua conjectura sobre a escrita. Né? Lá no seminário da identificação, seminário 9, ele diz que a distância que separa o passo, em francês pas, P-A-S, né? daquilo que se tornou foneticamente o pas, P-A-S, como instrumento da negação, são dois extremos de uma cadeia. E é entre essas duas extremidades da cadeia, que o sujeito pode surgir, e em nenhuma outra parte. Não é? Então, entre o pá, que significaria passo, e o não, né, que lhe dá um sentido totalmente diferente, aliás, quase inverso, né, é entre essas duas extremidades que o sujeito poderia surgir. Bom, importa ainda abordar a voz como objeto pulsional para distinguir a diferença entre o insuportável da voz e a possibilidade de comunicação nos autistas, que não têm dificuldade em entender ou em se fazer entender, como o Vives nos lembrou, e indicam imperativamente o que eles querem. Eles recusam a dimensão enunciativa e, portanto, o sacrifício da voz no ato de fala, a separação de sua própria voz. Mas o autista se comunica desde que apague a dimensão enunciativa do que ele diz. Por outro lado, né, a rica experiência da utilização de um robô humanoide como porta-voz me pareceu também muito semelhante à terapia por afinidade, né? Também muito rica. Nos dois casos, essa riqueza pode nos esclarecer sobre a constituição do autista e ainda sobre a educação do autista. Mas minha interrogação é a de como avançar, a partir daí, rumo a uma prática psicanalista com o autista? Afinal, como o Vives nos diz, a voz maquínica presentifica uma voz sem sujeito, aniquilando seu timbre. Isso é o que há de mais caro ao psicanalista, o único, o singular, o inclassificável, o imensurável. Né? A própria impressão digital. O timbre tem a mesma função de uma impressão digital, ela é única. Né? Trata-se do real da voz, né? Cor do som, resultante do efeito do corpo sobre o sopro, formando um índice de presença singular. Né?
Ponto real que o ínfans logo reconhece, mas que o autista recusa. Vives o situa a partir do circuito da pulsão invocante. Né? Então, depois de ter ressoado ao timbre do outro, um sujeito em devir, ao mesmo tempo, o assume e o rejeita. Né? Com efeito, ele assume esse timbre originário do fato de que um sim acolhe a voz do outro, faz uma Bejarung, e concomitantemente a rejeita, faz uma Ausstossing, o sujeito devendo poder ensurdecer-se para poder adquirir sua própria voz. Um não que se coloca a serviço de um sim permitirá que o sujeito venha a possuir uma voz. O ínfans, em um mesmo movimento, diz sim e não ao timbre originário, em um primeiro tempo inaudível e depois inédito. Essa surdez à voz primordial permitirá que o sujeito venha, por sua vez, dar a voz. A minha pergunta: essas são hipóteses do Vives em outros momentos que desdobram esses que ele desenvolveu aqui, né? Mas a minha pergunta é como articular essa hipótese àquela do Didier Vaio, que ele chama a dimensão de puro ritmo trazido pela música da voz materna, cuja pulsação permitiria à criança localizar o entre dois de um silêncio inaudito? A hipótese de que o autismo resultaria do encontro entre uma criança não surda, que não constitui o ponto surdo, me parece bastante importante. A não constituição desse ponto surdo, né, esse lugar onde o sujeito deveria poder se ensurdecer ao timbre primordial para falar sem saber o que diz, ou seja, como sujeito do inconsciente, resultaria na intolerância, não aos sons em geral, mas aos timbres da voz humana. Por sua vez, a voz maquínica franquearia ao sujeito esse ponto surdo, situando o vazio em torno do qual o sujeito renuncia ao gozo vocal e se divide falante. Vives também considera o interesse recorrente dos autistas pela música, que relaciona-se a essa dimensão matemática que é própria à música, né? E ainda que, a despeito da música e da voz maquínica serem o inverso uma da outra, todas as duas permitem tratar a relação específica do autista à presença vocal do outro. A voz maquínica permite a expressão de uma fala sem subjetividade e a música é a expressão de uma subjetividade fora da fala. Vale, entretanto, sublinhar aí outras especificidades que talvez permitam encontrar o que há em comum entre a música e a voz maquínica. Charles Mellman nos lembra que a música constitui uma estrutura sem recalque, portanto, fora da fala. Sua estrutura matemática nos remete à prevalência de uma estática sígnica sobre o funcionamento dinâmico do significante. Um código fixo conecta, por exemplo, biunivocidade à leitura das notas musicais a partir de uma pauta aos toques no instrumento, evitando o que Maleval chama de polissemia e o recurso ao contexto ou à intuição. Representações, ponto por ponto, correspondentes à coisa, signos icônicos, que não apagam totalmente a coisa designada, permitem a codificação e a estabilidade de um mundo sem contingências, que é caro ao autista. Enquanto os signos são, para um sujeito, sempre iguais a ele mesmo, a esse próprio signo, né? Ao contrário, o significante não é igual nem a ele mesmo e conduz diretamente à equivocidade e à ambiguidade significante, insuportáveis para o autista, sempre em busca de regularidades às quais se agarra. Por sua vez, no caso da voz maquínica, talvez possamos pensar em uma voz que pouco se desdobra, logo se reproduz sem variações, ou seja, uma sonoridade calculável, sob controle, sem surpresas,
estável o suficiente para não ameaçar o sistema defensivo do autista. Nos dois casos, trata-se do estabelecimento e sustentação de artefatos que permitam vigir uma imutabilidade do mundo que parece ser a condição para o autista se proteger da angústia, ao mesmo tempo em que ele pode, então, operar algum movimento. Mas o que eu queria discutir é que essa ideia de timbre do Vives, eu já apresentei essa questão para ele há alguns anos atrás, né? Como ele disse, eu discuti essa temática com ele em 2016, em Campinas, mas me pareceu que existe aí um problema que eu gostaria de colocar para vocês. É aquilo que o Lacan vai dizer sobre a voz no seminário de 1973-74, Os Nomes do Pai ou Os Não Tolos Erram. Lacan diz o seguinte, eu peço a vocês a atenção porque vai numa linha diferente da que o Vives diz. Lacan diz assim, a verdade me trazem, eu não tenho dela aos borbotões. E aí há um cara que veio me ver, eu não poderia dizer há quanto tempo, além disso, não queria que ele se reconhecesse. Ele veio me dizer que ele precisava era da minha voz. Não era uma voz para um voto, hein? Era a voz. Não, mas é uma questão muito séria para mim. O que é a voz? Só um instante, gente. Meu celular está apitando aqui. Ele diz, o que é a voz? Porque é bem evidente que existe aí alguma coisa. Não é uma questão de timbre. Se o objeto pequeno A é o que eu digo, é preciso não confundir a fonética e o fonema. A voz se define por outra coisa que o que se inscreve num disco e numa fita magnética, como há tantos os que se regalam, né, com isso. Isso não tem nada a ver. A voz pode ser estritamente a escansão com a qual eu conto tudo isso a vocês. Estou persuadido de que existe aí uma fonte de acumulação de vocês nesse recinto. Existe alguma coisa assim que está ligada ao tempo que eu levo para dizer as coisas, já que o objeto pequeno A está ligado a essa dimensão do tempo. Então, o que me chama a atenção nessa discordância, vamos dizer assim, da consideração à voz como timbre colocada pelo Lacan, é o que me parece que o que supostamente funcionaria como timbre também ocorre no andamento da voz, em que, por exemplo, o robô não altera os silêncios entre as palavras ditas. Quer dizer, o silêncio fica controlado, né? O tempo, o timing, como eu disse hoje mais cedo, o timing da relação entre a movimentação de cada palavra estabelece uma subjetividade singular, né? E que o robô ou a música, né? E o mutismo, vamos dizer, essas questões que ele nos colocou, para dizer, né, o teclado do computador, né, em que o timbre está neutralizado, elas também neutralizam o andamento em que uma fala é dita. Né? Então, indo por essa hipótese lacaniana, eu suponho que quando ele fala do tempo da fala, né, ele não está falando de nada que se refira ao peso da voz, né, que também é uma dimensão super importante. Mas ele está falando de um silêncio que pausa as emissões. Né? E, a partir disso, pensando também no que nós ouvimos hoje com a Inês Catão, né,
que, e com Marx, né, e com vários outros participantes, né, essa ausência de sinergia entre o corpo materno e o corpo do bebê, né, o fato de haver uma decalagem, ou um destempo, ou uma defasagem entre o movimento de um e de outro, né, talvez seja isso que está em jogo na voz. Não no que é dito, mas na decalagem de andamento entre o que faz a mãe e o que faz o bebê, né, nessa sincronização entre os dois. Né? Talvez seja isso que não permitiria ao bebê antecipar o que estaria em jogo no balé que os dois compõem, nessa coreografia, né, que eles estabelecem juntos. Então, me parece que todas as questões que o Vives traz são de extrema importância, mas eu gostaria muito de que a gente pudesse refletir um pouco mais sobre a questão do timbre como peso real do sujeito e o silêncio também como peso real do sujeito. Né? Então, fico por aqui. Só o que me fez pensar, e a partir da sua fala, Ângela, primeiro teve uma pergunta lá no início do congresso e agora a gente consegue dizer dela, eu me lembrei dela, porque essa questão do silêncio, do tempo, né? Érica também falou, da espera, né? Quando você coloca alguma coisa, você tem um tempo para esperar que o outro responda, que às vezes isso não acontece, isso às vezes atropela. Agora, o que eu fiquei pensando na clínica, né, você fez essa pergunta, assim, mas o que a gente pode dizer da clínica? E eu achei interessante desde quando lá escutei Vives falando, eu pensei na clínica, né, ele traz a voz e o olhar, e a gente percebe isso muito claro, como que para o autismo é onde essa recusa fica mais evidente, eu vou dizer, onde a gente percebe mais, né? Do olhar, e ele fala assim, eles procuram estratégias para se engajar minimamente, eu acho isso muito interessante, vai meio de lado. Então, a gente vê que eles, às vezes, com o olhar é meio de lado, né? A gente percebe isso na nossa clínica, e crianças que às vezes até desenvolvem o estrabismo, de tanto que isso é feito com muito vigor. E na voz é interessante, porque também é como se fizesse isso, entra meio de lado, né? Busca uma maneira de utilizar a voz de forma controlável. Exatamente. Então, eu achei interessante isso, que isso a gente percebe, o quanto a gente utilizando da música é possível, porque tem vamos dizer que essa suposição é previsível do que vem depois, né? O tempo que você colocou, a música já está dada. E é interessante porque também nessa modulação que eles fazem da voz, e que de uma forma impressionante, que daí eu pensei no timbre, quando o Vives fala, a gente vê na clínica, eles fazem uma ecolalia no mesmo tom da outra voz, como se não, e aí eu entendo, não aceder à própria voz que o Vives traz, né? E alguns a gente vê na literatura imitadores, impressionante o tom, o timbre da outra voz, mas não a dele. Mas você veja que é interessante, dá para a gente pensar na clínica, como que às vezes nos demonstra, a gente atendendo, a gente vê que a gente tem que não ser tão invasivo, a gente tem que ir meio de lado também, né? Eu acho que não entrar tanto nessa coisa de uma voz robotizada, como desde lá, uma voz sem afeto, mas sabendo disso, ter essa, vou usar de novo o significante de delicadeza, mas esse respeito ao outro, de como ele utiliza a pulsão com esses objetos, como ele suporta. A questão que fica para mim... Só um detalhezinho, vou te dar a voz, que eu quero te escutar. Tá bom. Da música, e que a gente percebe na nossa clínica como Ficou sem som. Deu. Deu. Então, é como que a música,
aquilo que a gente falou tem um tempo, e ela pode modular, pode brincar, né, com grave, com agudo, então é possível introduzir aí. E como que isso que nós estamos fazendo? Utilizar, às vezes, um anteparo que faz, né, essa passagem, que ameniza um pouco a voz, como que isso na nossa clínica é possível, a gente percebe, e como que o atendimento virtual, então, não era só uma questão da imagem também, que torna um pouco mais acessível para algumas crianças, porque dá uma amenizada nisso, a gente percebe como muda, né, a nossa voz, fazendo uso aqui disso. Era só isso que me lembrou, não queria deixar esquecer. O que me chama a atenção, que valeria a pena a gente poder pesquisar mais, quer dizer, os argumentos que o Vivés usa sobre o timbre poderiam também ser argumentos do andamento da coreografia. Sim. Né? E eu acho que essa é uma questão muito interessante para que a gente possa aprofundar. Porque talvez sejam modalidades diferentes, né, de entender, né, o que ocorre. Nós vamos ter que parar, senão a gente vai ficar aqui horas. Estamos terminando. Eu tenho muitos agradecimentos a fazer, tem muitas perguntas que estão aqui chegando sobre o nosso congresso, se vai ficar gravado, se vai ficar disponível. Nós vamos ter que conversar com cada um dos palestrantes, ver o que nós podemos disponibilizar, como isso será feito no nosso portal. Nós vamos lá dizendo a todos como que a gente pode fazer isso, né? A gente quer disseminar cada vez mais, mas nós dependemos disso, então eu não tenho um retorno ainda para todos, mas a gente vai colocar lá no nosso portal. Os agradecimentos são inúmeros de todos que estiveram aqui, que nos acompanharam esse dia, de toda a nossa equipe do CAIS, de todas as pessoas, todos os palestrantes que estiveram aqui, nossos convidados, pessoas, eu vou dizer, são bem queridas e de uma competência impressionante. Eu acho que só enriqueceu o nosso congresso, não tenho nada a dizer. Às vezes essa bendita dessa nossa, do que nos impõe a virtualidade, nos colocou algumas dificuldades. Eu vejo que algumas pessoas falam aqui, olha, travou, como é que eu faço? Algumas coisas atrasaram, pessoas que não conseguiram entrar, então a gente quer tentar mesmo resolver isso, mas mesmo com toda essa dificuldade, eu acho que toda a equipe que esteve aqui, ter feito eventos, da gravação, se desdobraram para conseguir fazer. Agradeço o intérprete, obrigado por vocês estarem aqui, agradeço a nossa mestre de cerimônia, obrigada. A todos que você já falou, Ministério da Saúde, Sul América, Mater Dei, que disponibilizou esse espaço, e, bom, vamos nos preparar para o próximo. Obrigada a todos. Eu senti amparado quando eu cheguei no CAIS. Aí você é acolhido. Eu falo que criança especial, nós temos que deixar o tempo acontecer, as coisas acontecer, para ir aprendendo com ela. Hoje o CAIS faz parte da minha família.